Les Américains mettent 56 millions de dollars sur la table pour racheter l'unique centrale de géothermie de la Guadeloupe et de France. Cette cession est-elle salutaire pour notre archipel? Le dossier de Linda Kayarsi dans ce journal. Nuisances sonores, les spécialistes tirent la sonnette d'alarme. Un Français sur deux est gêné par celle-ci. Karen Diamin nous expliquera en quoi bruit et santé ne font pas bon ménage. Ce jour-là, je serai la plus belle à la veille de l'ouverture du salon du mariage. ATV Guadeloupe vous propose les conseils d'une experte dans l'art et la manière de préparer l'événement de votre vie. Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver à la une de votre journal. Ce drame à Bouillante, le corps d'un jeune Bouillantais a été découvert ce matin en mer au niveau de la station nautique. On écoute les précisions de l'adjudant Thierry Saint-Fort, le reportage de Loïs Ignace. L'équipe des sapeurs-pompiers aquatiques de Bouillante a repêché ce matin le corps sans vie de William Labille, 26 ans. Donc ce matin, vers 8h30, on a été alerté pour personnes noyées en face de la station du bourg de Bouillante. Donc nous sommes partis tout de suite et là malheureusement nous avons repêché le corps d'une victime, un jeune homme âgé de 26 ans plus précisément. Le jeune homme avait l'habitude de se baigner non loin de l'embouchure de l'usine géothermique. Personnellement je ne le connais pas moi. Moi je ne le connais pas, peut-être d'autres personnes le connaissent. Mais nous, on l'a récupéré en présence de la gendarmerie. Ce monsieur était déjà en état de raideur cadavérique. Donc le décès a été constaté par le médecin. Donc nous, on a pu juste le repêcher en présence de la gendarmerie. Il est probable que le corps était là depuis la veille ça c'est l'autopsie qui nous le dira. Le corps a été transporté au CHU de Pointe-à-Pitre à Abîme où une autopsie sera pratiquée afin de connaître les circonstances exactes de son décès. Le préfet Jacques Billan et les présidents des collectivités territoriales Josette Borel-Lincertin et Harry Chalus se sont longuement entretenus hier après-midi à l'hôtel de région à Basse-Terre. Une réunion tripartite dont le but était de trouver une politique commune concernant plusieurs dossiers importants, notamment la gestion de l'eau, le traitement des déchets, la violence et le chômage des jeunes. Ils ont adopté un plan d'action à court, moyen et long terme. Près de 500 millions d'euros seront investis. Les détails avec Nathalie Dinan et Moïse Dexter. Plus de 3 heures ont été nécessaires au président des collectivités, Josette Borel-Lincertin et Harry Chalus, et au préfet, pour aborder, analyser et trouver des pistes sur les dossiers qui paralysent le quotidien des Guadeloupéens. L'eau, les déchets, la violence, l'emploi des jeunes, des questions épineuses à régler, pour certaines, à brève échéance. Vous savez actuellement que sur le département de la région, nous sommes en train de préparer nos budgets et c'est par la suite que nous allons commencer réellement à travailler. Il y a des priorités. Des priorités, c'est surtout actuellement... c'est l'eau. Il y a l'eau, c'est une priorité, mais surtout aussi la formation des 500 000. Avant, il faut signer avant le 31 mars. Je crois que la Guadeloupe a eu 8000 formations supplémentaires financées par l'État, donc nous serons obligés de faire très très vite. Dans le plan concocté par ces 3 personnages forts de la Guadeloupe, l'emploi des jeunes et la montée de la violence, des dossiers tout aussi prioritaires qui méritent la mobilisation de moyens financiers et humains. Nous avons évoqué la possibilité d'avoir plus d'équipes de rue, parce que nous en avons 5 actuellement. Nous avons besoin d'aller au contact même de ces jeunes qui sont en difficulté. Donc avec l'État, c'est vrai que la région n'est pas jusqu'à présent intervenue au niveau des équipes de rue. Donc j'ai proposé à Monsieur le Président d'intervenir à mes côtés, aux côtés de l'État, pour un peu donner un signal fort à la jeunesse guadeloupéenne. Accroître la présence des forces de l'ordre sur le terrain, cela doit passer par un renforcement des effectifs. Nous avons également évoqué ce dossier d'importance pour la Guadeloupe et je travaille, je dirais, en ce sens, en liaison étroite avec le ministère de l'Intérieur et le ministère des Outre-mer. Ils ont conscience de l'impatience des Guadeloupéens et devront s'accorder sur les décisions à prendre. Dès demain, Josette Borel-Lincertin et Harry Chalus recevront les présidents d'agglomérations et de communautés de communes. Ils sont déterminés à mettre en place le syndicat unique de l'eau, s'il le faut, en créant un établissement public. Pour les autres dossiers, le préfet et les présidents de la région et du département ont programmé des réunions tous les 2 mois.
Ils feront le point et se donneront les moyens de répondre aux besoins et aux attentes des Guadeloupéens. L'annonce de son rachat a suscité de nombreuses réactions. La centrale géothermique de Bouillante est sur le point d'être vendue au groupe américain Ormat, l'un des leaders mondiaux du secteur. La compagnie est prête à investir 56 millions de dollars pour devenir le principal actionnaire. Une planche de salut pour le développement de la filière en Guadeloupe, mais également pour la Caraïbe. Le dossier de Linda Kayarsi. 25 octobre 2014. La ministre de l'écologie, Ségolène Royal, visite au pas de course la centrale géothermique de Bouillante. Objectif, le projet de loi sur la transition énergétique. La centrale géothermique de Bouillante, un modèle énergétique d'avenir, mais aussi une filière sous perfusion économique depuis plusieurs années. Nous avons un certain nombre de projets qu'il faut financer et le cadre dans lequel le financement de ces projets peut intervenir est évidemment essentiel pour attirer des nouveaux investisseurs qui accepteront de mettre quelques dizaines de millions d'euros dans le développement de la géothermie à Bouillante. Et donc il faut que le cadre, qui dépend des pouvoirs publics, donc de la ministre, puisse être ajusté de manière la plus efficace possible. 2 ans plus tard, faute d'offres françaises, la société GB Géothermie Bouillante, détenue par Sogéos, filiale du BRGM, ouvre son capital à une entreprise privée. Ormat Technologies, le leader mondial américain de l'industrie géothermique. Nous avons observé que c'était la meilleure solution pour nous, pour un certain nombre de raisons. D'une part, parce que je l'ai déjà dit, c'était un grand professionnel et nous souhaitions que cette affaire soit reprise par un grand professionnel. D'autre part, c'est un professionnel qui a des moyens financiers avérés. Et puis, troisièmement, il ne vient pas ici pour conserver cette unité au niveau où elle est, mais il vient bel et bien pour développer, et il en a pris l'engagement. Donc, pour l'ensemble de ces critères, nous avons considéré que cette offre israélo-américaine était l'offre que nous devions retenir. Ormat Technologies, qui fournit déjà de l'énergie géothermique dans 23 pays, prendra la direction de GB en détenant 85% des parts. Le dossier d'investissement américain s'élèverait à près de 52 millions d'euros. Je suis un vieil industriel qui est passé par Pechiney Kunman, qui était un fleuron français extraordinaire. Il n'est plus là, il a volé en éclats. Pour quelle raison, je n'en sais rien. J'ai connu donc Lafarge, qui est devenu un cimentier qui n'est plus français, c'est Holcim. J'ai connu Usinor, etc., qui maintenant s'appelle Mittal. Qu'est-ce que vous voulez? Le monde maintenant est un monde complètement ouvert. De toute façon, personne ne partira avec le réservoir de Bouillante. La réglementation française s'appliquera à nos amis américains comme elle s'applique à nous-mêmes. Qu'est-ce que vous voulez? C'est ainsi maintenant. Actuellement, la centrale produit 6% de l'énergie consommée en Guadeloupe. Le projet du nouvel actionnaire américain multiplierait par 3 la quantité d'énergie produite d'ici 2023, soit plus de 20% des besoins de la Guadeloupe. Un nouveau partenaire énergétique pour EDF, constructeur de l'usine, à la fin des années 1970. Donc nous, notre rôle dans vis-à-vis de Bouillante, ce sera d'acheter l'énergie qui sera produite à partir de la géothermie, parce que nous avons le rôle d'acheteur pour tous les producteurs qui fournissent de l'énergie sur le réseau en Guadeloupe. Et comme je l'ai dit et je le redis, avec pour nous le fait que nous sommes pour le développement de la géothermie parce que c'est une énergie renouvelable et stable. En résumé, la solution américaine vise au développement de la géothermie sur le territoire, mais aussi des retombées socio-économiques. J'ai demandé, quand j'ai rencontré au mois de février 2016, un des dirigeants d'Ormat, à ce qu'on prenne en compte les conditions de vie des populations qui se situent autour de cette centrale. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est qu'on préserve l'emploi existant. C'est-à-dire qu'il n'est pas question que, sous prétexte qu'il y a un nouvel investisseur qui prend le pouvoir au sein de cette entreprise, qu'on puisse mettre en place des plans sociaux. Et sous ce point-là, j'ai été rassuré aujourd'hui par les 2 délégués syndicaux qui m'ont dit, dans les discussions qu'ils ont, ce n'est pas ce qui est prévu. On est à Bouillante à peu près à 50% du chômage des jeunes, à peu près 45% du chômage des 15-65 ans. Donc il est normal qu'on demande une priorité à l'embauche. Et puis enfin, j'ai demandé à ce que Bouillante, en tant qu'institution, ville, puisse bénéficier de la fameuse redevance sur l'exploitation de la géothermie qu'on réclame depuis plus de 20 ans. Pourtant, des voix s'élèvent contre la privatisation de la centrale de Bouillante. Syndicats, partis civils appellent à la création d'un collectif afin que la centrale géothermique reste dans le domaine public. Nous voulons que la France arrête cette négociation qui sera définitive d'ici quelques semaines pour repenser
une nouvelle convention, même si on pourrait se dire bien, mais pourquoi pas Ormat, parce que c'est une société qui est reconnue sur le plan international pour sa capacité de bien gérer ce genre d'usine, d'accord, mais nous voulons avoir une participation plus importante de telle sorte à protéger notre ressource et profiter de notre ressource pour relancer notre développement. Aujourd'hui, l'implantation de Ormat Technologies en Guadeloupe semble sur la bonne voie. Après un protocole d'accord début décembre 2015, les discussions se poursuivent. Restent les clauses suspensives à lever. Le leader mondial américain de l'énergie géothermique pourrait prendre le contrôle et la direction de Géothermie Bouillante dès septembre 2016. Ce matin, le général de brigade Luc Duperron de Revel a visité le camp de la Jaille. L'objectif, vérifier les installations, mais surtout rencontrer les jeunes stagiaires et personnels d'encadrement. Linda Kayarsi était sur place. Dortoir, salle de conférence ou encore le nouveau restaurant du RSMA. Grand tour du propriétaire pour le général de brigade Luc Duperron de Revel. Je veux rencontrer les régiments, je veux rencontrer le personnel, rencontrer les stagiaires, pour me rendre compte par moi-même des conditions dans lesquelles nous accomplissons notre mission pour insérer tous ces jeunes dans la vie professionnelle. C'est le but essentiel de ma visite. Avec un objectif affiché, le RSMA 6000. Ça veut dire que l'ensemble du SMA doit accueillir 6000 bénéficiaires par an dans ces régiments. Nous avons 7 régiments, dont un en Guadeloupe. Eh bien, nous sommes sur la fin de cette trajectoire, puisque nous allons l'atteindre en 2017. Pour la Guadeloupe, eh bien, nous avons dépassé les 1000 bénéficiaires accueillis par an au régiment. Un argument de taille qui a convaincu Dimitri et Fabienne qui n'ont pas hésité une seule seconde à franchir les portes du camp. Bon, mes projets, c'est peut-être de trouver une entreprise ou peut-être monter la mienne si tout va bien. Continuer dans le domaine des travaux publics, conducteur d'engin. C'est carré, c'est dur, on t'apprend des bases, à te réveiller tôt, à être toujours à l'heure, la réussite par l'effort et le travail. Aujourd'hui, près de 8 jeunes sur 10 quittent le RSMA avec une perspective d'embauche. L'habit ne fait pas le moine. Cette maxime bien connue s'applique-t-elle dans le monde du travail? Votre apparence physique est le deuxième critère de discrimination à l'emploi derrière l'âge, selon le 8e baromètre du Défenseur des droits et de l'Organisation internationale du travail. Enquête auprès des chefs d'entreprise guadeloupéens avec Isabelle Amou. Vêtements, coiffures, silhouettes, toutes ces facettes sont analysées par la plupart des recruteurs. Et comme Marine, beaucoup de demandeurs d'emploi se soucient de leur apparence pour leur entretien d'embauche et s'inscrivent à un atelier d'image de soi. L'objectif de ces ateliers, c'est de leur faire comprendre l'importance de l'image en situation de recherche d'emploi, pas seulement en situation de recrutement spécifiquement. La question de l'image, comprendre en quoi cette question est importante pour l'entreprise, puisque l'entreprise, à travers les personnes qu'elle embauche, fait véhiculer également une image de son entreprise. Donc en fait, il s'agit donc pour le demandeur d'emploi qui se présente à un entretien de travailler son image physique, certes, vestimentaire, pour qu'elle puisse coller à la culture de l'entreprise, mais également qu'il puisse vraiment comprendre que tout en lui, donc son savoir-être, les propos qu'il va tenir, sa préparation même en termes de documents, de documents laissés à l'entreprise, tous ces éléments seront pris en compte dans l'image qu'il va donner à l'entreprise. Une image importante, et ce, quel que soit le secteur d'activité. Dans la restauration gastronomique, une tenue irréprochable est exigée. Surtout l'aspect vestimentaire, avec une bonne élocution, vu qu'on va travailler à travers les clients, à travers le public. Voilà, sur tout ça, pas trop de maquillage. Pour la personne qui va être en salle, on évite les boucles d'oreilles. Voilà, on reste classique, on va dire, quand on vient se présenter. Des critères similaires dans le secteur informatique. Si le look d'un candidat doit correspondre à l'entreprise dans laquelle il postule, certains détails ne sont pas forcément discriminatoires. Il faut que la personne se présente bien. Il faut qu'elle ait une attitude de bien se présenter, de bien se mettre en avant. Il y a des personnes qui peuvent avoir des problèmes de bégaiement. Dans certaines limites, c'est pas quelque chose qui est discriminatoire. On a déjà eu l'occasion d'avoir des collègues, c'est pas de leur faute, mais au-delà de ça, c'est des personnes qui sont sérieux, qui font le travail. Et à ce moment-là, il n'y a pas de raison de leur refuser un poste.
Par contre, la personne qui va s'amener en entretien avec un chewing-gum ou quelque chose comme ça, ou qui va avoir d'emblée trop de familiarité, par exemple, on va se méfier, on va lui préférer un candidat qui sera plus sérieux dans la présentation. En janvier 2015, l'IFOP a réalisé un baromètre de perception des discriminations dans l'emploi. 85% des demandeurs d'emploi déclarent que celles-ci sont fréquentes lors d'un recrutement. Les critères physiques et de beauté ont souvent été mis en cause. Alors faut-il être beau pour réussir? Telle est la question. Les habitants de Saint-François ne recevaient plus leur courrier dans leur boîte aux lettres pendant plusieurs semaines. Résultat, les factures d'électricité n'ont pas été acheminées à temps, provoquant des impayés et par conséquent des coupures. En cause, une mauvaise réorganisation de la distribution du courrier. Les explications avec Isabelle Hameau. Les courriers n'ont pas été distribués pendant 3 semaines à Saint-François. Une situation qui a causé de nombreux désagréments aux administrés selon ce communiqué du maire de la commune, Laurent Bernier. Un problème qui s'expliquerait par une nouvelle organisation de distribution du courrier. Certains quartiers se sont retrouvés rapatriés sur d'autres zones de distribution et donc ça a généré un apprentissage qui a été plus long que prévu. En effet, lors de ce projet de réorganisation, nous avons eu 3 départs à la retraite qui ont été compensés par des embauches. Donc aujourd'hui, sur ce site-là, nous avons en fait 3 nouveaux personnels en CDI. Et il faut pour ce nouveau personnel un temps d'apprentissage que nous avions estimé beaucoup plus court que ce qu'il a été dans la réalité. Donc aujourd'hui, nous avons été contraints afin de pouvoir satisfaire la clientèle qui a eu des perturbations depuis environ 3 semaines, faire recours à des moyens complémentaires pour complètement revenir à une situation normale. Et dès demain, la population de Saint-François retrouvera l'intégralité de la distribution de son courrier sur les 3 secteurs qui ont été affectés par ces problématiques. Une mauvaise répartition due aussi aux nombreuses adresses postales erronées ou inexistantes. La problématique que nous rencontrons, ce n'est pas spécifiquement une problématique métier de la distribution, c'est plutôt un adressage qui est insuffisamment de qualité et qui pose des difficultés au personnel pour pouvoir savoir à quel endroit ils doivent remettre un courrier qui est très mal adressé. Je vais vous donner un exemple. Certaines zones de Saint-François, il n'y a qu'un nom de secteur. Il y a le nom du client, le secteur et Saint-François. Et ces zones-là représentent parfois jusqu'à 1500 clients. Alors il est très difficile pour quelqu'un qui vient de rentrer dans l'entreprise de pouvoir mémoriser l'intégralité de ces noms-là et de pouvoir les repérer dans l'espace. Et c'est ça qui en fait nous a causé beaucoup de difficultés jusqu'à ce jour. Un problème résolu dès aujourd'hui et d'ici la fin du mois, une rencontre est prévue entre le maire Laurent Bernier et la direction de la Poste pour de meilleures collaborations. Faut-il avoir peur de la loi El Khomri? Ce projet de loi qui vise à réformer le droit du travail a provoqué une levée de boucliers, tantôt des syndicats, tantôt des étudiants, un peu partout en France, mais également chez nous. Nous allons tenter de démêler le vrai du faux sur ce projet de réforme avec un spécialiste, Maître Christophe Quartero. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocat, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Alors, le projet de loi de la ministre du Travail va-t-il aider vraiment les chefs d'entreprise à licencier plus facilement leurs salariés? Je ne crois pas que l'objectif ni de la loi ni d'un employeur, ça soit de licencier ses salariés. Je pense que cette loi permet de préciser des critères objectifs dans le cadre du licenciement économique et c'est un des points qui sont effectivement évoqués pour contester cette loi. Toutefois, à mon sens, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, on est dans une incertitude pour l'employeur. Quel critère est considéré comme un motif économique? Cela dépend de chaque juridiction et donc il y a un aléa. Les critères sont quand même légers. Il suffirait d'afficher une baisse du chiffre d'affaires ou des commandes pendant 4 trimestres consécutifs pour licencier ses salariés? Alors, vous considérez que c'est léger. Toutefois, une entreprise qui a une baisse de son chiffre d'affaires a bien une problématique économique. Et à partir de là, il faut trouver des solutions parce que si cette baisse continue, si on ne prend pas de mesures, la baisse continue et au final, c'est l'entreprise qui va être liquidée. Donc c'est peut-être aussi l'objectif de préserver les emplois, même si ça doit passer par une mesure de licenciement. Alors l'argument avancé par le gouvernement est de donner la priorité aux CDI. Comment expliquer, est-ce que cette loi peut réellement privilégier les CDI plutôt que les CDD? Aujourd'hui, en favorisant justement le licenciement économique?
Comment expliquer ça? Ça semble un peu paradoxal. Non, je ne pense pas que cette loi favorise le licenciement économique. Encore une fois, ça ne fait simplement que préciser les critères objectifs. Toutefois, le CDI est le principe déjà dans notre droit français. On veut le renforcer et je pense que dans les négociations qui vont venir, c'est un des éléments qui va être mis en avant pour essayer de faire passer cette loi, puisque je crois savoir qu'on parle déjà de taxation des CDD. Ça a été évoqué aujourd'hui, donc c'est peut-être la primauté au CDI qui sera confortée. Est-ce que cette réforme, ce projet de loi, fragilise le salarié ? Je ne le crois pas. Je crois qu'elle permet non seulement de pérenniser les emplois, mais de rassurer des employeurs et de permettre des embauches aussi de nouveaux salariés. Parce que si l'on prend l'exemple qui est aujourd'hui agité de la possibilité de passer de 35 heures à 60 heures, c'est un des leitmotifs. Je ne vois pas l'intérêt pour un employeur d'embaucher un salarié à 60 heures, sachant qu'il y a des majorations. Et pour 25 heures de plus, on pourrait embaucher un autre salarié. Et donc, ça serait l'objectif réussi. D'où viendraient ces peurs alors des syndicats et des étudiants? Elles seraient totalement injustifiées? Alors, je pense qu'il y a une peur par principe du changement. Ça, c'est normal, c'est justifié. Est-ce que c'est légitime? Je ne le pense pas. Je crois qu'aujourd'hui, la primauté est donnée à la négociation au sein de l'entreprise. Alors peut-être que des syndicats ont peur de voir leur hégémonie leur échapper, puisque les décisions peuvent être désormais prises au sein de l'entreprise. Elles pouvaient l'être, mais on va conforter cette possibilité avec la création du référendum des salariés. Et donc, toutes les mesures qu'on nous menace ne peuvent être prises qu'avec l'accord à la majorité des salariés. Quels sont les principaux points de cette réforme? Alors, ils sont très nombreux. D'abord, il y a un rappel de tous les principes fondamentaux du droit du travail. Tous les acquis sont rappelés dans le préambule. Ça, c'est important de le signaler. On ne fait pas disparaître tous les droits des salariés. Ensuite, les points qui posent problème, effectivement, vous l'avez rappelé, c'est le licenciement économique, où il y a simplement une précision sur un des motifs qui peut être invoqué par l'employeur. Un deuxième point, c'est la limitation des indemnités au prud'homme. Ça, effectivement, ça a soulevé pas mal de contestations. Il faut savoir que la loi Macron l'avait prévu et avait prévu que ça soit à deux vitesses, c'est-à-dire que les entreprises importantes pourraient être plus lourdement sanctionnées que les petites entreprises. Malheureusement, le Conseil constitutionnel a sanctionné et a considéré qu'on ne pouvait pas faire une inégalité entre les entreprises. Il y a également un autre point qui prévoit la possibilité aux chefs d'entreprise de moduler la majoration des heures supplémentaires. Est-ce que cela signifie que les salaires vont diminuer? Alors, il faut savoir que la majoration des heures supplémentaires, effectivement, aujourd'hui, vous pouvez, dès lors que vous avez dépassé la 35e heure, vous passez à 25% de majoration, et après un certain nombre d'heures, vous passez à 50%. Demain, avec l'accord majoritaire des salariés, effectivement, on peut moduler, et de 25, on pourrait réduire jusqu'à 10%. Encore faut-il, je vous le rappelle, que les salariés l'acceptent. Et je pense que c'est aux salariés ensuite de considérer si effectivement ils peuvent accepter temporairement cette situation parce que les besoins de l'entreprise l'exigent, et qui mieux que le salarié de l'entreprise sait la situation de l'entreprise et le besoin ou non de faire un effort. Telle est la question qui reste posée. On a l'impression que finalement c'est un peu confus, que le gouvernement a mal communiqué, c'est un peu ça? Est-ce que le gouvernement a mal communiqué? Alors je ne suis pas un politologue pour répondre à ce genre de questions. Je crois qu'effectivement, on joue sur les peurs et aujourd'hui, il y a un mouvement général de panique qui, à mon sens, n'est pas justifié. Je crois que c'est beaucoup de bruit pour rien. Merci Maître d'avoir répondu à nos questions ce soir. Et le président d'ailleurs François Hollande a indiqué ce soir qu'il n'envisageait pas de retirer ce projet de réforme du droit du travail. Mais il a tout de même admis qu'il y aurait, je cite, des corrections à rétablir. Le fondateur du groupe informatique C2I Outre-mer a été élu aujourd'hui à la présidence du conseil d'administration de Guadeloupe Extension. Thierry Blaz, âgé de 48 ans, prend donc la tête du satellite régional dédié au développement économique. Reportage Yvan Lemar. Thierry Blaz, 48 ans, chef d'entreprise d'une société informatique, a été élu ce matin comme nouveau président de Guadeloupe Expansion. Son objectif, dynamiser la structure. Actuellement, les entreprises ne savent pas, il y a un manque de visibilité de cette organisation, donc nous allons nous atteler à faire en sorte que plus
d'entreprise soit adhérente à Guadeloupe Expansion, qu'on puisse aider plus rapidement les porteurs de projets, qu'on puisse aider plus de porteurs de projets et dynamiser vraiment cette organisation dans le cadre, bien sûr, il ne faut jamais oublier le but premier, c'est la création d'entreprise et la création d'emplois. Thierry Blaze a été élu à l'unanimité. Il était le candidat proposé par le conseil régional. Guadeloupe Extension a une mission. Aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est que Guadeloupe Extension et Initiative Guadeloupe puissent travailler ensemble de manière à permettre aux entreprises d'évoluer et surtout de créer des emplois pour les jeunes Guadeloupéens. C'est ce qui est important pour nous aujourd'hui. Là, M. Blaze a été élu à l'unanimité, proposé par le conseil régional, effectivement, parce que nous connaissons l'homme qui a créé son entreprise, qui a fait confiance surtout à la jeunesse guadeloupéenne, parce que vous pouvez voir le niveau d'âge des jeunes qui travaillent chez lui, la moyenne d'âge, ce sont des jeunes très performants. Nous connaissons son action sur le terrain, dans tout ce que nous avons organisé sur Jarry, dans la course à l'emploi avec le service économique, avec d'autres partenaires économiques de Jarry. Donc c'est pour cette raison que nous l'avons proposé. Franck de Salm, président sortant, reste au bureau du conseil d'administration en tant que nouveau trésorier. Je pense que moi, courant de ma mandature, il y a un certain nombre de choses que fatalement je n'ai pas eu le temps de faire. Et donc justement, c'est très rapidement, en tout cas, informé sur ce que je considère comme travaux inachevés, sur lesquels il faut qu'on se concentre pour pouvoir avancer le plus rapidement possible. On a une priorité qui est déjà au niveau de l'organisation de notre association, au niveau statutaire, de façon à faire entrer un peu plus d'entreprises. Ça va être notre première priorité, c'est-à-dire de faire évoluer les statuts de l'agence afin qu'au sein de cette agence, il y ait une représentation un peu plus importante du monde économique. Thierry Blaze prendra officiellement ses fonctions le 4 avril prochain. En Guyane, 7 habitants sur 10 vivent dans une construction illégale. 1 sur 6 vit dans un logement insalubre. Pour résoudre ce problème du mal logement, les élus guyanais ont réclamé la mise en place d'un plan Marshall au gouvernement. À Irakubo, une résidence de près de 80 logements va sortir de terre. Une construction qui facilitera ainsi l'accès à la propriété. Reportage Maxime de la Houplière et Jonathan Lariot d'ATV Guyane. On entre dans la grande pièce à vivre, donc la cuisine, salon, salle à manger, 30 mètres carrés aussi. Rajoutez à cela 2 chambres, une salle de bain et une grande terrasse pour une surface habitable globale de 90 mètres carrés et vous obtiendrez la maison témoin du premier chantier de construction de logements lancé à Irakubo depuis 20 ans. Ouais, c'est un bon projet que je continue de demander à l'État d'évoluer un peu Irakubo parce qu'on a besoin. Il y a l'espace pour faire les maisons, pour le logement, donc là pour moi c'est un bon... C'est un bon idée, c'est une bonne chose quoi, pour l'avenir. Mais c'est bien pour la population, parce qu'il y a des gens qui cherchent du logement et n'a pas, je pense que c'est bien. D'ici à la fin 2017, ce terrain aux allures de désert aura donc bien changé. 76 maisons vont y être construites, de quoi loger près de 350 personnes. L'intérêt d'un projet comme celui-là est d'abord... Premièrement, permettre une décohabitation, parce qu'on a énormément de familles où les enfants, parfois même les petits-enfants, sont hébergés chez les parents. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on a à peu près une quarantaine de demandes de logements sociaux qu'on n'est pas capable de satisfaire. Donc aujourd'hui, tout notre intérêt à nous, c'est de permettre justement à notre population d'évoluer. D'autres projets sont à l'étude pour cette ville de 2000 habitants. Une maison communale devrait prochainement voir le jour. Dans un instant, journée nationale de l'audition pour se protéger de la pollution sonore. Et puis conseil d'une spécialiste pour être la plus belle le jour de votre mariage. Avec une carte scolaire en perpétuel changement, comment se passent les inscriptions scolaires dans nos communes? Les parents respectent-ils cette carte? Le reportage de Karen Diama. Chaque année, plus de 2700 élèves sont scolarisés à la ville du Gosier. Alors pour pallier d'éventuels dysfonctionnements au moment de la rentrée, la ville a décidé de lancer ses inscriptions scolaires un peu plus tôt. En fait, il faut savoir qu'au niveau de l'inspection académique, il y a une réunion qui se déroule vers fin février, début mars, où on détermine déjà les effectifs pour la prochaine rentrée. Et donc pour nous d'avoir des données chiffrées au plus tôt, et c'est pour ça qu'on va peut-être commencer l'année prochaine, dès janvier. Ça nous permet d'avoir des chiffres vraiment sur lesquels s'appuyer pour éviter des fermetures de classe, par exemple. Et bien que la carte scolaire n'impacte pas les inscriptions, la sectorisation, elle, joue un rôle important.
Au niveau des inscriptions scolaires dans les écoles maternelles et primaires, en fait, les inscriptions obéissent à la sectorisation scolaire qui est décidée par la commune. Donc en fonction du lieu d'implantation des écoles, on décide par rapport au lieu de résidence des parents où les enfants seront inscrits. Une règle qui n'est pas toujours respectée par certains parents. Au-delà du dossier habituel d'inscription scolaire, on a la possibilité de faire une demande de dérogation à titre exceptionnel en argumentant, en donnant cette motivation et le fait de travailler au gosier en fait partie. Effectivement, d'une année sur l'autre, on se retrouve avec un nombre plus ou moins important de demandes de dérogation. Donc il faut savoir qu'en priorité, les enfants qui habitent dans le bassin, en fait, dans le secteur de l'école, sont affectés dans cette école-là. Et en fonction après de la capacité d'accueil de l'établissement, en fonction du nombre de classes, en fonction du nombre d'enseignants, ce sont plusieurs paramètres en fait, qui rentrent en ligne de compte. Et à ce moment-là, on peut ou non accepter ou non la dérogation. Une fois les dossiers complets étudiés, les affectations ou dérogations seront connues au mois de mai. Au niveau de la ville du Gosier, cette année, les parents sont invités à venir récupérer des dossiers d'inscription qui sont disponibles à l'accueil de la mairie, à l'accueil du pôle. Sur ce dossier, il y a les listes des pièces à fournir. Je ne vais pas reprendre toutes les pièces, mais par exemple, photocopie des vaccins, livret de famille, etc. Et ensuite, ils déposent le dossier contre un petit récépissé. Il faut savoir qu'on ne leur donne pas l'école d'affectation tout de suite. Au mois de mai, ils auront un certificat d'inscription qui va leur revenir par courrier. Et l'inscription définitive se fait avec le directeur de l'école au mois de juin. Désireuse de placer l'éducation en priorité, la ville du Gosier prévoit déjà l'ouverture des inscriptions 2017 au mois de janvier prochain. La semaine académique du créole se poursuit en Guadeloupe. Aujourd'hui, les organisateurs ont mis l'accent sur le créole haïtien, une manière de déconstruire les préjugés sur la langue créole et de découvrir Haïti au travers d'échanges avec des personnalités bien connues comme Maurice Vital, un célèbre plasticien installé en Guadeloupe depuis bon nombre d'années. Loïs Ignace. Le collège Les Roches-Gravées de Trois-Rivières a tenu à mettre à l'honneur Haïti. Les ressortissants haïtiens sont souvent victimes de préjugés et de discrimination. Ces élèves-là aussi, ils ont préparé un paquet à travail, ils ont préparé court-métrage, ils ont préparé petits films, ils ont préparé poèmes, ils ont préparé textes alentour à Haïti. Alentour à ça, ils ont découvert pendant tout le moment de travail à ça. Et quand ils ont dit la reste dans le collège là, mais ça nous a attendre, mais ça nous a quoi avancer Haïti. Et quand il est là, mais ça nous a mis ça qui Haïti. Les élèves ont pu échanger avec les différents intervenants présents lors des ateliers. Ainsi, ils ont pu découvrir une facette d'Haïti qu'ils ne connaissaient pas. J'ai appris beaucoup de choses sur Haïti, la beauté d'Haïti, le patrimoine, les cultures. Après le séisme, pour moi, l'Haïti, c'était pas vraiment un beau pays. Et on a regardé des petits trucs, des vidéos et tout, qui montraient qu'il y a beaucoup de belles choses en Haïti. Les occasions, tout ça, ils ont subi, et bien, ça a fait la peine de voir que Haïti, c'est comme ça, c'est monde l'a traité, alors que ils ont une belle histoire. L'association Lacaille Concept œuvre depuis 4 ans en Guadeloupe. L'objectif, montrer le côté positif du pays et déconstruire ainsi les préjugés. Les gens ne connaissent pas vraiment notre culture et c'est par rapport à ce que je vois, j'entends et j'ai été visiter mon pays. Je me suis dit non, il faut que je montre ce qui est beau de chez moi parce que les gens d'ici connaissent seulement oui, John, banane pesée, dans ses compas, mais il n'y a pas que ça. La culture haïtienne est vraiment riche, il y a trop de choses à voir. Et moi-même, en tant qu'Haïtien, j'ai d'autres choses à découvrir. C'est tous les jours que j'apprends mon pays. Le consul d'Haïti a tenu à être présent pour raconter un pan de l'histoire du pays. Il est important pour nous, il est important aussi pour les enfants de mieux connaître Haïti. De connaître Haïti, non pas à travers ce qui se dit à travers la presse, parce que parfois ce qui se dit à travers la presse, c'est en fait des images de séisme, c'est des images d'insécurité. Mais Haïti, ce n'est pas que ça. Haïti aussi, c'est une culture qui est assez riche, c'est une littérature vivante, c'est une musique, c'est une gastronomie encore très appréciée. Donc il est important que les élèves puissent connaître cette image-là d'Haïti. Il est important que les élèves se fassent une autre idée de la société haïtienne dans le but de faire tomber les barrières et briser ainsi les préjugés.
L'endométriose, maladie gynécologique, ne touche pas uniquement les organes génitaux, mal connus, mal vécus par le malade, mais aussi par son entourage. Elle peut avoir des répercussions sur la famille. Tel était le thème de la matinée d'information organisée aujourd'hui par l'association Karuquera Endométriose ce matin à la salle polyvalente de Bouillante. Loïs Ignace était sur place. 1 à 2 femmes sur 10 souffrent d'endométriose dans le monde. Pour cette semaine européenne de lutte contre l'endométriose, l'association Karuquendo organise de nombreuses rencontres et conférences débats sur cette maladie. Moniz est une ancienne endo-girl, elle témoigne. Au travail, là, c'était pas évident. J'étais malade pendant les trois premiers jours, vraiment malade. Hein. Donc je prenais des congés. Il fallait que je sois couchée, je souffrais, je me tordais. Des fois même, ça m'arrivait de vomir. Face à ces terribles douleurs, la femme se retrouve souvent isolée. C'est pour cela que le thème de cette rencontre portait sur l'impact de l'endométriose sur la famille. La famille ne comprend pas toujours ce qui se passe. Par famille, on entend le cercle familial, donc parents, frères, sœurs, mais également le compagnon, le conjoint, les enfants. Donc il faut permettre déjà d'informer. Une fois que la patiente est au courant et donc prend connaissance de cette maladie, qu'elle échange avec la famille, qu'elle en parle et que la famille puisse accepter et accompagner. Parce que c'est une maladie qui est invalidante, qui est lourde et qui a beaucoup de conséquences, donc de grosses crises de fatigue, de grosses crises de douleur. Il faut comprendre qu'on ne puisse pas être disponible à tout moment. Effectivement, la famille peut prendre un coup. L'objectif de cette semaine européenne de lutte contre l'endométriose est de faire prendre conscience de cette maladie, aussi bien au corps médical qu'à la population. Autre prise de conscience, elle concerne les troubles de l'audition. Les spécialistes sont unanimes. 12 à 15% des Français souffrent de troubles de l'audition à cause de la pollution sonore. Une journée de prévention était organisée dans le hall d'accueil du CHU de Pointe-à-Pitre. Reportage Karen Diam. Ôtez les mèches, s'il vous plaît, que je puisse vous regarder si les conduits auditifs ils sont libres. En France, 9 personnes sur 10 se disent exposées tous les jours à des bruits excessifs. Alors, à l'occasion de la Journée nationale de l'audition, Bernardine a décidé de se faire dépister. Je suis très contente d'avoir pu avoir ces renseignements et je trouve que c'est une très belle initiative du CHU, en espérant que l'information soit bien passée, puisque moi-même je l'ai entendue sur la radio. Et c'est pour cette raison que j'ai profité de l'occasion pour faire le test. Et je pense que toute la population guadeloupéenne fera comme moi. Maintenant, on va commencer le dépistage. Je vous mets le casque sur la tête. Je vais vous envoyer des sons dans chaque oreille, une oreille après l'autre. Et chaque fois que vous entendez, vous allez me lever la main pour me dire que vous entendez. Vous devez lever la main aussitôt que vous entendez les sons. D'accord ? Ce n'est pas un examen approfondi comme d'habitude quand on convoque les patients. C'est juste un dépistage pour voir sur chaque fréquence quels sont les seuils auditifs. D'accord ? Et après, je vous dirai ce qu'il en est. Une fois le dépistage terminé, Bernardine recevra son audiogramme qui lui permettra de déterminer la qualité de son ouïe. Je vous remets votre audiogramme et je vous invite à prendre un rendez-vous de consultation au 7e étage. Un rendez-vous de consultation avec un médecin ORL du CHU de la Guadeloupe. Vous aurez une consultation approfondie. Vous aurez un entretien aussi avec le médecin ORL. Un diagnostic qui sera alors analysé par un spécialiste. L'ORL, quand il suspecte un problème auditif, il va faire réaliser une audiométrie ou des tests d'audition qui vont être subjectifs ou objectifs, qu'on va faire en exploration fonctionnelle. Et ça va permettre déjà d'orienter vers des problèmes auditifs divers, voire des examens complémentaires à faire. Le plus important quand on a un trouble auditif, c'est de savoir pourquoi il y a ce trouble auditif. On peut avoir des problèmes d'oreille moyenne qui vont être pris en charge par des traitements chirurgicaux, des traitements médicaux. On peut aussi avoir des problèmes auditifs qui vont être liés aux cellules ciliées, à l'oreille interne elle-même, et on peut être amené à avoir des appareillages auditifs. Si toutefois vous avez des bourdonnements, des sifflements, des sensations d'oreille bouchée, ou si vous avez du mal à distinguer des mots lors d'une conversation, le mieux est d'aller consulter un spécialiste.
Autre sujet plus léger mais ô combien important pour de nombreuses femmes. Le salon du mariage ouvre ses portes demain au WTC à Jarry. Des dizaines d'exposants seront sur place pour offrir leurs conseils et leurs services. Parmi ces derniers, Christiane. Depuis 34 ans, elle habille les futurs mariés. Elle les guide pour que ce jour soit le plus beau de leur vie. Nathalie Dinan s'est prêtée au jeu de la future mariée devant les yeux pleins d'admiration de Moïse Dexter. J'ai une cliente un jour qui m'a dit « Tu te débrouilles, mais tu dois trouver une robe de mariée pour ma fille ». Et c'est parti comme ça. Effectivement, j'ai été chercher une robe. À l'époque, il n'y avait pas de robe perlée. Et j'ai été chercher jusqu'aux États-Unis une robe pour elle, perlée, avec de la dentelle et tout. Elle était vraiment magnifique. C'est alors le début d'une longue histoire d'amour et de passion entre Christiane, les futurs mariés, les mamans et toutes les femmes qui forment le cortège. Christiane a débuté par les tenues de cérémonie de deuil, de baptême. Aujourd'hui, les habits de mariage n'ont plus de secret pour elle. De la robe au chapeau, à la coiffe originale en passant par les chaussures, une activité qu'elle exerce avec classe. Heureuse parce que c'est que du bonheur quand on vend des robes de mariée, parce que les filles viennent chez vous déjà de bonne humeur et avec des idées. On discute beaucoup à la Christiane Boutique. Et à partir de là, je conseille les clientes selon leur morphologie, selon ce qu'elles auraient désiré, selon leur thème, etc. Christiane reçoit sur rendez-vous dans un salon privé. La fiancée est plongée dès son arrivée dans une ambiance romantique et paisible, une décoration qui invite à l'essayage. À ce moment-là, Christiane en profite en général pour sonder la future épouse. Elle relève ses envies, analyse sa personnalité pour lui proposer la robe qui fera d'elle la reine de la journée. Certains choix ont pu paraître insolites à une certaine époque où le blanc et parfois l'ivoire étaient de rigueur. Une cliente est rentrée un jour, m'a dit « Christiane, je veux me marier en orange ». Je dis « Orange ?» Et de là, je lui ai fait faire une robe orange. Elle était ravissante. Alors, grand-mère a ouvert les grands yeux en disant « Non, non, tu vas te marier en robe en blanc ». Et voilà, elle s'est mariée en orange. Elle était très, très belle. De nos jours, la robe de mariée revêt un caractère unique. J'ai une marque qui s'appelle Agora, où on fabrique soi-même la robe. C'est-à-dire qu'on a besoin d'une petite bretelle, on a besoin d'un décolleté plongeant, on a besoin d'avoir des seins dans une robe, une forme, etc. Donc nous faisons ensemble un croquis avec la cliente et je lui réalise sa robe. Mesdames, si vous vous mariez dans les semaines à venir, la chance vous sourira une seconde fois. Cette robe est à gagner sur le stand de Christiane Boutique au Salon du mariage. Tout de suite, les informations pratiques à vos stylos. Des coupures d'électricité sont prévues demain à Pointe-à-Pitre dans la cité Bergevin toute la matinée de 7h45 à midi. Et puis les inscriptions scolaires vont débuter dans les communes de Baie-Mahault, Sainte-Rose, Pointe-à-Pitre, Gosier et Anse-Bertrand. Pour Baie-Mahault jusqu'au 30 mars et à Basse-Terre jusqu'au 30 mai. C'est la fin de notre édition locale et régionale. Dans un instant, questions directes présentées par Eddy Planté.